Mesdames, Messieurs, elle a marqué l'histoire du théâtre et du cinéma français par son audace, son indépendance et son refus des compromis. Mais à 67 ans, Anémone prononçait des mots que peu osent dire. Il y a des blessures qu'elle ne pardonnerait jamais. Derrière son rôle culte de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, une amertume persistait. Elle accusait la troupe du Splendide de l'avoir écartée des bénéfices malgré sa contribution fondatrice. Elle dénonçait un système devenu, selon elle, un pantin médiatique. Et quand l'administration fiscale suisse interpelle ses héritiers pour des comptes non déclarés, c'est l'image même de la militante anticapitaliste qui vacille. Peu de personnalités se rendront à ses obsèques. Ce soir, chers téléspectateurs, nous allons revivre l'histoire d'une femme qui n'a jamais cessé de se battre, même contre ses anciens alliés. Anémone, de son vrai nom Anne Bourguignon, est née le 9 août 1950 à Paris, au cœur d'une famille bourgeoise. Très tôt, elle se détourne du parcours classique que son milieu lui destinait pour s'aventurer dans les marges de la création artistique. Elle rejoint dans les années 1970 le monde du café-théâtre, alors en plein essor, et participe à la fondation de la salle La Veuve Pichard, où se rassemblent des comédiens anticonformistes. C'est là qu'elle rencontre la troupe du Splendide, avec qui elle partage la scène dans une atmosphère à la fois festive et politiquement engagée. En 1982, elle accède à une notoriété nationale avec le rôle de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, une comédie corrosive devenue culte. Si ce personnage reste l'un des plus célèbres du cinéma français, c'est aussi l'un de ceux qui lui laisseront un goût amer. Car derrière le succès retentissant du film, Anémone ressent un premier choc. Elle estime avoir été écartée des bénéfices générés par cette œuvre, alors qu'elle a elle-même contribué à la création du personnage. Ce conflit latent avec la troupe du Splendide marquera durablement sa carrière et sa vision du monde artistique. Mais Anémone refuse de se laisser enfermer dans un rôle ou une étiquette. Elle enchaîne les projets singuliers, parfois audacieux, comme Le Grand Chemin en 1987, pour lequel elle remporte le César de la meilleure actrice en 1988. Elle y incarne une femme rude, blessée, mais humaine, un personnage à son image. Ce prix prestigieux vient consacrer son talent, mais aussi sa capacité à imposer une présence intense et hors norme sur les écrans. En parallèle de sa carrière d'actrice, elle s'engage de plus en plus sur le terrain politique et militant. Dans les années 1990, elle soutient activement des causes écologistes, s'implique dans le mouvement Attaque et se présente même sur une liste écologiste aux élections municipales de Paris en 1995. Anémone ne cache jamais ses convictions ni ses colères. Elle attaque frontalement les puissances financières, les médias et ce qu'elle appelle le grand cirque médiatique. Cette parole franche, souvent en décalage avec le ton consensuel du show business, lui attire autant d'admirateurs que de détracteurs. Sa carrière prend peu à petit une courbe descendante, non pas faute de talent, mais par refus d'adhérer aux règles du spectacle moderne. Elle dénonce un cinéma devenu paresseux, une industrie centrée sur le profit, et regrette l'époque où l'art était, selon elle, au service d'une parole sincère. Ce désenchantement est profond, nourri de décennies de frustration et de conflits invisibles. Elle refuse les compromis, décline de nombreuses propositions, quitte à s'effacer progressivement du paysage médiatique. Dans ces dernières années, elle apparaît moins souvent à l'écran, mais continue de livrer des entretiens au ton libre, dénonçant l'injustice sociale, l'effondrement culturel et parfois même l'attitude de ses anciens collègues. Elle reste fidèle à elle-même, radicale, sans filtre, refusant la nostalgie confortable pour garder une voix dissonante dans un monde devenu trop lisse. Anémone n'a jamais cherché à plaire. Elle a préféré déplaire avec sincérité plutôt que séduire avec hypocrisie. Son parcours, traversé de succès, de combats, de ruptures, d'engagements profonds, la place à part dans le cinéma français. Une actrice que l'on ne pouvait ni étiqueter, ni dompter. Au sommet de sa popularité, Anémone aurait pu choisir le confort des plateaux de télévision, la sécurité des films à grand budget et la douceur des récompenses bien méritées. Mais elle a préféré prendre une autre route, plus risquée, plus douloureuse.
Derrière l'image d'une comédienne brillante, un conflit invisible commençait à s'installer. Le premier choc, le plus profond, viendra de là où elle ne l'attendait pas. Ceux qu'elle considérait comme des amis, presque une famille, la troupe du Splendide. Selon ses propres déclarations, ce sont eux qui l'auraient laissé de côté au moment de créer la société commerciale autour du succès phénoménal du Père Noël est une ordure. Anémone affirmait avoir été exclue de la structure mise en place pour exploiter les droits d'auteur, alors qu'elle avait non seulement joué un rôle central dans la création de la pièce, mais aussi inventé le personnage de Thérèse. « Ils m'ont volé », dira-t-elle un jour sans détour. Ce sentiment de trahison fut pour elle d'une violence extrême, d'autant plus qu'il s'agissait de partenaires de scène avec qui elle partageait une aventure artistique et humaine depuis des années. Cette fracture ne s'est jamais refermée. Au fil des interviews, Anémone revenait régulièrement sur cet épisode avec une amertume intacte. Elle n'hésitait pas à citer nommément certains membres du Splendide, leur reprochant d'avoir organisé leur succès dans son dos. En retour, eux restaient souvent silencieux, à l'exception de quelques commentaires discrets. Après sa mort, Marianne Chazelle affirma que si Anémone avait été choisie pour interpréter Thérèse dans la version filmée, elle n'était pas co-auteure de la pièce et n'avait jamais été membre à part entière de la Société du Splendide. Ces mots, même posthumes, venaient raviver une blessure que le temps n'avait pas cicatrisée. Mais ce n'était pas le seul domaine où Anémone se sentait trahie. Peu à peu, elle prend ses distances avec le cinéma grand public, qu'elle juge formaté, opportuniste et vide. Elle regrette une époque révolue, celle des films de parole, de risque, d'idéal. Elle exprime son désenchantement dans des termes radicaux. Le cinéma est devenu un produit, les acteurs sont des produits. Moi, je ne suis pas une marchandise. Ce rejet de l'industrie culturelle, pourtant complice de ses plus grands succès, l'isole peu à peu. Ses projets se font plus rares, les rôles proposés moins nombreux. Dans la sphère privée aussi, des tensions apparaissent. Elle évoque, sans les nommer, des proches qui l'ont blessée, des amis devenus absents. Ses relations avec certains collègues de longue date s'effilochent. Lorsqu'elle tombe gravement malade, peu de personnalités prennent de ses nouvelles. Ce silence lui pèse. Elle le confie à quelques rares journalistes de confiance, dans des mots crus. « On ne me voit plus, alors on m'oublie ». Et puis, en 2019, un appel de l'administration fiscale suisse surgit. Après son décès, ses héritiers sont contactés à propos de comptes bancaires non déclarés. La révélation fait l'effet d'une bombe. Comment cette militante anticapitaliste, qui dénonçait l'avidité des riches et les abus des banques, pouvait-elle détenir de l'argent caché en Suisse ? Certains y voient une contradiction choquante, d'autres une faiblesse humaine. Mais la blessure d'image est là, réelle, irréparable. Pour ses admirateurs les plus fidèles, cette affaire ternit l'héritage d'une femme jusque-là irréprochable dans son intégrité. Cette révélation alimente les spéculations. A-t-elle voulu mettre à l'abri un modeste héritage, ou bien s'est-elle laissée piéger par un système qu'elle détestait ? On ne saura probablement jamais toute la vérité. Mais ce qu'on sait, c'est que cette affaire a plongé sa mémoire dans une zone trouble entre admiration intacte et soupçon douloureux. Dans ses dernières apparitions publiques, Anémone semblait lasse, mais toujours combative. Elle continuait à dénoncer, à provoquer, à résister. Pourtant, dans ses silences, on sentait aussi une grande solitude. Elle savait qu'elle n'avait plus sa place dans un monde du spectacle qu'elle ne reconnaissait plus. Son rire grinçant cachait mal une fatigue ancienne, une colère jamais apaisée. Jusqu'au bout, elle est restée fidèle à elle-même, entière, rebelle, indomptable. Lorsque le rideau commence à tomber sur sa carrière, Anémone choisit l'effacement volontaire. Elle n'apparaît plus à la télévision, refuse les rôles commerciaux et décline les hommages. Ce retrait progressif n'est pas une disparition soudaine, mais bien une décision consciente, empreinte de colère. Car autour d'elle, le monde du spectacle continue sans elle, comme si ses combats n'avaient plus d'écho. Dans un entretien de 2012, elle lâche cette phrase cinglante « Je ne veux plus jouer la comédie. Le monde est devenu si faux, je n'ai plus envie de le divertir. » Cette lucidité brutale en dit long sur l'état d'esprit qui l'anime à l'approche de ces dernières années. Le conflit avec la troupe du Splendide reste présent dans ses paroles. Elle ne pardonne pas ce qu'elle considère comme une mise à l'écart injuste, une blessure morale et financière. Lorsqu'elle évoque ce souvenir dans ses dernières interviews, sa voix tremble, non pas de haine, mais de déception. « On m'a effacé de l'histoire », dit-elle. Cette phrase résume une douleur qui va bien au-delà de l'argent. C'est le sentiment d'avoir été trahie par ceux qu'elle considérait comme des alliés.
Elle n'a jamais reçu d'excuses, jamais eu la reconnaissance qu'elle estimait méritée. Sa solitude s'exprime aussi dans le regard qu'elle porte sur l'évolution du cinéma français. À ses yeux, il est devenu un entre-soi bourgeois, dominé par les mêmes noms, les mêmes visages, les mêmes discours. Elle n'y retrouve plus la liberté créative des débuts, cette urgence politique qui animait les années 70. Elle regrette le temps du théâtre engagé, du verbe libre, de la création collective. Cette nostalgie n'est pas une plainte, mais un constat. Elle ne reconnaît plus son milieu. Et comme elle ne veut pas tricher, elle se retire. En 2019, sa maladie progresse. Un cancer du poumon l'affaiblit peu à peu. Pourtant, elle garde pour elle ses douleurs, refusant la pitié et les lamentations. Ses dernières apparitions sont rares mais toujours marquantes. Dans un documentaire tourné quelques mois avant sa mort, elle déclare « Je veux mourir debout ». Une phrase forte à son image. Jusqu'au bout, elle revendique son droit à la dignité, son droit à rester fidèle à elle-même. Mais la plus grande blessure viendra peut-être au moment de ses obsèques. Le 2 mai 2019, dans un cimetière de Poitiers, une poignée de proches seulement est présente. Aucun grand nom du cinéma, pas de caméra, pas de déclaration émue, juste 3 personnalités du métier, Tony Marshall, Louis Rego et Agnès Soral. Le reste de la profession semble avoir tourné la page. Ce silence pèse lourd. Il interroge. Était-ce une volonté d'Anémone de partir dans l'intimité, ou bien une preuve tragique de l'isolement dans lequel elle s'était réfugiée? Personne ne le dira clairement, mais l'absence est flagrante. Pour beaucoup, ce vide autour de sa tombe symbolise le rejet d'un monde qu'elle avait elle-même refusé. Elle avait dit un jour « Je ne suis pas faite pour les adieux publics ». Pourtant, ce silence autour de sa disparition n'est pas sans douleur. Il reflète la tension ultime entre l'artiste et le système. Une rupture que rien, même la mort, n'a su recoller. Anémone n'aura jamais courbé l'échine. Elle est restée jusqu'à son dernier souffle, une voix libre. Et cette voix, même étouffée, continue de résonner dans les interstices de la mémoire collective, comme un rappel que certaines vérités ne se dissolvent pas dans l'oubli. Le 30 avril 2019, Anémone s'éteint à l'hôpital de Poitiers à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. L'annonce est sobre, presque discrète. Aucun communiqué officiel du ministère de la Culture, aucun hommage national, aucun grand plateau télévisé ne lui est consacré. La nouvelle passe brièvement dans les journaux, reléguée derrière d'autres actualités. Pourtant, pour ceux qui l'ont connue, cette disparition marque la fin d'une époque. Dans les heures qui suivent, quelques hommages timides émergent. Louise Rego, ancien camarade de scène, évoque une femme insoumise, entière, fidèle à ses valeurs. Agnès Soral partage un souvenir plus personnel, celui d'une comédienne capable de tendresse derrière son franc-parler. Mais ce sont là des voix isolées. La majorité des figures du cinéma restent silencieuses. Ni Thierry Lhermitte, ni Christian Clavier, ni Marianne Chazelle ne se déplacent à ses obsèques. Aucun message public de la troupe du Splendide ne vient saluer sa mémoire. Le jour des funérailles, seules quelques dizaines de personnes sont présentes. La cérémonie, tenue dans la plus stricte intimité, se déroule sans faste, sans discours officiel. Anémone repose désormais dans le cimetière de Saint-Gaudens, auprès de son compagnon disparu des années plus tôt. Ce choix d'un enterrement simple reflète-t-il sa volonté? Peut-être. Mais pour beaucoup, ce départ sans écho révèle surtout le fossé qu'elle avait creusé ou subi avec le monde artistique. Ses enfants, Jacob et Lily, restent discrets. Ils ne donnent aucune interview, ne livrent aucun témoignage. Le seul message public viendra plus tard, lors de l'annonce d'une démarche administrative complexe. L'administration fiscale suisse les contacte pour des comptes non déclarés laissés par leur mère. Une nouvelle inattendue, qui ternit l'image de la militante anticapitaliste qu'elle avait portée toute sa vie. Ce dernier rebondissement crée un malaise. Les médias évoquent la contradiction, les réseaux sociaux s'en emparent. Le public est divisé entre l'incompréhension et le respect. Mais au fond, derrière les polémiques, il ne reste qu'une silhouette fragile, celle d'une femme qui n'a jamais demandé la perfection, seulement la justice. Anémone n'a jamais cherché à entrer dans les cases. Elle a préféré heurter plutôt que séduire, dire ce qu'elle pensait au risque de se couper du monde. Aujourd'hui encore, sa disparition laisse un goût d'inachevé, de silence gêné. Peut-on vraiment célébrer une artiste quand elle-même a été tenue à l'écart des célébrations? Peut-on comprendre son isolement sans trahir sa mémoire? Le paradoxe d'Anémone persiste. Une comédienne adulée pour un rôle devenu culte, mais marginalisée par ses pairs.
Une militante anticapitaliste, mais prise dans une affaire de compte suisse. Une femme aimante et blessée, mais entourée du vide au moment de ses adieux. Chers téléspectateurs, faut-il toujours pardonner pour que le souvenir reste lumineux? Ou certaines douleurs, certaines trahisons doivent-elles rester intactes, comme des cicatrices visibles de notre humanité? Anémone, jusqu'au bout, aura été fidèle à elle-même, et c'est peut-être cette fidélité farouche qui rend son héritage si singulier, si dérangeant, mais aussi si nécessaire.